Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 5 avril 2026, une édition un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus terre à terre aujourd'hui. Je veux répondre à beaucoup des choses qu'on voit circuler sur X. Ça m'affecte beaucoup quand même de voir la totalité du net français et des médias embarquer avec les médias pour dire que Donald Trump est fichu, qu'il a perdu les midterms, qu'il a mal calculé son truc, etc., etc. Donc, on va juste lancer quelques idées là-dessus. Je veux répondre aussi à certains de mes détracteurs parce que les web journaux qu'on a produits depuis un mois maintenant sur la guerre en Iran ont suscité beaucoup de réactions. Les gens sont très enthousiastes. En fait, ont écouté beaucoup de ce qu'on a dit. On a convaincu pas mal de personnes, mais avec ce genre d'effet dans l'univers, quand tu lances quelque chose, il y a une réaction, réaction, et il y a aussi tous les trolls et tous nos haters qui ont commencé à publier des vidéos sur nous en disant que je me suis trompé sur tout, etc., etc. Et donc, je vais prendre aujourd'hui l'occasion de répondre à ces détracteurs et essayer de les envoyer en enfer. Mais en premier, c'est ça, joyeuse Pâques à tous les chrétiens. On va se joindre à l'administration Trump qui fait ça. Et je veux souligner le fait que cette administration-là est l'administration la plus chrétienne de tous les temps. Il n'y a jamais eu aux États-Unis une administration aussi ouvertement chrétienne. Ici, c'est le secrétaire aux Affaires étrangères, Marco Rubio, qui dit il est ressuscité. Trump a donné a offert ses vœux pour Pâques, etc., etc. Et j'avais déjà montré des tweets du département du travail où est-ce que c'est christianisme, etc. Il y a cette entreprise de essayer de réallumer la flamme du christianisme aux États-Unis parce que c'est un pays qui a une partie du pays qui est littéralement en perdition et que sans les barèmes moraux qu'offre le christianisme, la civilisation occidentale s'en va dans dans les égouts. Voilà, les États-Unis ne sont pas un pays laïque et c'est probablement, comme la Russie d'ailleurs, séculier mais non laïque et c'est la raison pour laquelle ils vont s'en sortir et que nous autres, on va être à la traîne. Donc, juste quelques... c'est ça, c'est un web journal qui est moins ambitieux que les autres. Merci à ceux qui font des dons là, sur le truc. Merci. C'est pas des dons, hein, c'est des contributions. Il faut le rappeler. Je vais le rappeler à la fin là, que on n'est pas une organisation à but non lucratif. On ne sollicite pas de dons. C'est un membership à volontaire. C'est ça le truc de Radio-Québec. On n'a pas de paywall. Donc, le membership, votre appui, votre souscription est volontaire. Elle n'est pas obligatoire. Voilà, c'est du sociofinancement éthique. Merci à ceux qui nous aident. Donc, Trump de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Comme je le dis, depuis le début du conflit en Iran, tout le monde, il y a comme... vous vous en êtes rendu compte, hein, ceux qui ont encore... ceux qui tiennent le fort, se sont rendus compte que la plupart... 90% des lanceurs d'alerte qui étaient avec nous sur des thèmes qui étaient même, comment je pourrais dire, nuancés sur Trump sont devenus, comme je l'ai expliqué la dernière fois, une baisse de quotient intellectuel de 50 points et puis font flèche de tout bois contre Trump, se joignent et c'est la même chose avec les médias alternatifs, c'est rendu maintenant... c'est ça, 90% 95%, si c'est pas plus, des intervenants sur les médias alternatifs, là, GPTV, Toxin Média, etc., disent que Trump est compromis par Epstein et c'est pour ça qu'il fait le travail d'Israël, etc., sans comprendre qu'en fait, ça, Trump est en train de se désengager du Moyen-Orient, tel qu'il l'a expliqué dans la stratégie, le National Security Document. On a pu expliquer ça dans les précédents web journaux. Ils n'ont aucune nuance, mais font du millage avec ça. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, quand tu ne comprends pas réellement ce qui se passe, puis tu n'as pas l'intelligence là, pour faire les liens, ben, tu y vas avec le truc sécuritaire. Trump est contrôlé par Israël avec le dossier Epstein, alors que dans le dossier Epstein, ben, il n'y a rien de compromettant sur Trump. Il n'y a jamais eu aucune preuve de quoi que ce soit de compromettant sur Trump. Puis on sait que s'il y avait eu quelque chose de compromettant sur Trump, l'administration Obama aurait utilisé ça au lieu d'inventer de toutes pièces une histoire de collusion avec la Russie qui va se retourner contre eux et qui va finir par faire en sorte qu'un président des États-Unis va être arrêté. Il y a une enquête, l'enquête là, n'oubliez pas que Tulsi Gabbard, l'été dernier, a référé au département de la justice une enquête sur Barack Obama pour son implication dans la collusion avec la Russie. Donc, un ancien président
va, selon moi, certainement être accusé de trahison alors qu'ils avaient juste à utiliser le dossier Epstein. Mais là, il y a des personnes comme Carl Zero qui vont sur Toxin Média et qui nous disent que Trump est contrôlé par l'affaire Epstein. Il affirme sans aucun doute là, que Trump est contrôlé par Israël dans l'affaire Epstein. Il dit qu'il a les documents. Évidemment, il n'a rien d'autre que ce qui a été publié par le ministère de la Justice. Tu sais, les courriels et les documents que les démocrates avec lesquels les démocrates ne peuvent rien faire parce qu'il n'y a rien là-dedans, ben lui, il utilise ça et sa crédibilité pour aller dire que Trump est compromis. Trump couchait avec des fillettes, notamment. C'est tout, on les a toutes passées. Lorsque c'est sorti, on a fait le web journal là-dessus et rappelez-vous, les filles qui se sont rétractées et tout, mais lui a comme quelque chose là, que les autres n'ont pas. Les démocrates n'ont pas les dossiers. C'est les mêmes dossiers que les démocrates ont. Bizarrement, comme... Alors, il n'y a rien, mais lui, il dit qu'il y a quelque chose là où il n'y a rien. C'est le même Carl Zero, juste comme la petite parenthèse, là, c'est le même Carl Zero qui disait que le Pizzagate n'existait pas, qu'il ne croyait pas au Pizzagate, alors que le Pizzagate, c'est ce qu'il y a de plus tangible, ce sont les courriels de John Podesta qui ont été rendus publics par Julian Assange. C'est irréfutable, c'est les vrais courriels qui n'ont jamais été démentis. C'était le compte Instagram de Comet Ping Pong, la pizzeria, etc., où est-ce qu'on voyait des enfants attachés, etc. Les Spirit Cooking Dinner, l'art de la famille Podesta et tout. Le Pizzagate, et le gars dit que le Pizzagate n'existe pas, alors que c'est ce qu'il y a de plus tangible. Puis, d'un autre côté, dit que Trump est compromis dans l'affaire Epstein, alors qu'il n'y a rien. Puis les démocrates n'ont jamais eu rien, il n'y a jamais eu rien là-dessus. Imaginez comme à quel point ce gars-là se discrédite. C'est vraiment... C'est un après l'autre ces temps-ci. En tout cas, je sais que vous ne voulez pas qu'on fasse des chicanes, etc., mais il faut le dire. À un moment donné, il ferme les yeux sur ce qui est clair, le Pizzagate, puis il invente une connexion avec Trump dans le dossier Epstein. Il dit, alors que personne n'a jamais été capable de le faire, même les ennemis de Donald Trump. Mais lui, il a les documents. Puis là, l'autre, comment elle s'appelle, là, la fille qui l'interroge, n'est pas capable de le contredire parce que, tu sais, ça me pue au nez, ces affaires-là, ces opérations-là. Mais bon, à part ça, de toute façon, c'est sécuritaire pour lui, puisque sur le net francophone, tout le monde dit que Trump est contrôlé par Israël avec le dossier Epstein, etc. Tout le monde. Et que Trump a perdu les midterms, et que c'est même TVA Nouvelles, c'est partout. Il sait qu'il va perdre les midterms, et donc maintenant, genre, a lancé la serviette et il va au fond de la caisse avec l'Iran, etc., etc. Or, Trump n'a pas du tout abandonné les midterms. Au contraire, il a besoin d'obtenir pour la phase, parce que je pense que c'est ça, là, je pense que la phase de justice va se passer. Il y a peut-être des arrestations qui vont se passer avant les midterms, mais pour les gros noms, les gros canons, ça se passera probablement après les midterms. Sur les midterms, il veut se concentrer sur la paix et ses réalisations économiques. Mais là, il y a Pam Bondi qui a été renvoyé. Et donc, c'est ça que je dis, il va probablement y avoir du mouvement du côté de la justice, mais ça ne sera pas encore les gros poissons finaux comme Barack Obama. Avant les midterms, je ne pense pas que ça va se passer. Mais après les midterms, il n'y a plus aucune élection à gagner. Il ne se présentera pas pour un quatrième mandat, là, parce qu'il en a déjà fait 3. Et donc, ça va être, étant donné qu'il n'y a plus d'élections à gagner, ça va être le temps de faire tomber le marteau sur les derniers gros noms. Tout ça pour dire qu'il n'a pas abandonné les midterms du tout. Il n'a pas. Encore une fois, les gens se font avoir. Trump, c'est toujours depuis, et ça, c'est depuis 10 ans, de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Je vais juste faire un tour rapide. Oui, vous êtes capable maintenant, les auditeurs de Radio-Québec maintenant sont capables de savoir qui dit des conneries maintenant sur les réseaux sociaux, comme sur Trump, etc. Tu vois, quelqu'un est comme super bon dans son domaine, puis après ça, commence à parler de Trump, puis il dérape complètement. Là. Vous le savez parce que ce qu'on explique ici à Radio-Québec est logique. Donc, Trump, de défaite en défaite jusqu'à la victoire, donc, Trump est fini, n'est-ce pas? Et c'est précisément ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit depuis 10 ans, depuis 2016. Depuis 2016, tout le monde se moque de Donald Trump, qui ne réussira pas, etc. Or, c'est une stratégie organisée. OK? Je vais vous montrer en premier le clip des gens qui se moquent de Donald Trump. Ça, c'était en 2016. C'était la totalité des États-Unis
pas le peuple, mais du showbiz, des politiciens, se moquaient de la candidature de Donald Trump. Il disait qu'il ne sera jamais président. Il y a des compilations, vous trouvez ça sur YouTube, des compilations de 10 minutes de personnes qui rient à la candidature de Donald Trump, disent qu'il est fini, etc., etc. Donc, Trump will never be president. There's not going to be a President Donald Trump. That's not going to happen. Donald Trump will not become president. Becomes the president here, make it great, because the states is already great. Last week, he confirmed to the National Review that he is again considering a run in 2016. Do it. Do it. Look at me. Do it. I will personally write you a campaign check now. In a Saturday Night skit, I continue to believe Mr. Trump will not be president. There is zero chance we'll be seeing you being sworn in on the Capitol steps with your hand on a giant golden Bible. I'll make a prediction, though, for you. And I don't really get into predictions much, but this one I'll go way out on a limb. Donald Trump will never, ever be president of the United States. C'est des 10 minutes de... Il y a eu comme cette espèce d'entreprise, je ne vais pas le faire jouer au complet, là, mais je le mettrai peut-être sur Telegram. C'est ça, l'ensemble de l'establishment disait... Et ça a été comme ça depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que je le suis, là, depuis 2015-2016. Ça fait 10 ans que je le suis. C'est toujours comme ça. Rappelez-vous, il était fini lors des primaires. Ron DeSantis allait lui voler la vedette. Ron DeSantis était en haut dans les sondages. Finalement, ils se sont réconciliés. Il était, rappelez-vous, le mugshot. Hein, il était fini parce qu'il avait été condamné. Qu'as-tu à dire, Alexis, ton Trump, etc. Il a aussi... Il a aussi ses alliés qui se retournaient contre lui, qui critiquaient Trump, etc. Mais ce que j'ai expliqué depuis 10 ans, c'est que la stratégie d'être le perdant, ça a toujours été la stratégie de Donald Trump, de jouer au con, d'être le gars ridicule perdant, c'est la stratégie de Donald Trump. C'est ce que je vous ai dit, c'est le mugshot, c'était sa stratégie de campagne. C'est pas comme quelque chose qu'on lui a imposé, c'était son plan de campagne. Et donc, le fait d'être ce qu'on appelle en anglais le underdog, la personne désavantagée, la personne qui va perdre, la personne qui a tout raté, c'est comme ça qu'il réussit tous ses coups. Et je vais vous montrer un clip qui a été publié par Q, à l'époque où il publiait, je pense en 2018. C'est le même film où Gerard Butler dit « c'est law-abiding citizen ». Il dit, rappelez-vous quand il dit genre, I'm going to bring the whole temple down on your head, it's going to be biblical, ça va être biblique. C'est le même clip, mais là, c'est comme à la fin, quand il se fait finalement attraper, c'est tout ça? Ou je suis même pas sûr. En tout cas, à la fin, quand il se fait, je ne me rappelle plus si c'est exactement le même film, mais à la fin, il se fait attraper en prison et il dit, comment tu as réussi à... Le policier lui dit, comment tu as réussi à nous tromper comme ça pendant tous ces mois, toutes ces années, etc., Et il dit, tu fais croire à ton adversaire que c'est lui qui est en train de gagner. Ça, c'est le génie, vous comprenez? Ça, c'est le génie. De faire croire à ton adversaire que tu es en train de perdre alors que tu es en train de gagner. Et c'est comme ça tout le temps. Okay? And the solitary confinement, it's clear. Well, that's how winners play. You know, we convince the other guy he's making all the right moves. C'est comme ça que joue les gagnants. On convainc notre adversaire qu'il est en train de gagner, qu'il est en train de prendre toutes les bonnes décisions. Et c'est comme ça aussi dans le Golfe Persique. Ça a été comme ça. Ça fait 10 ans qu'on l'explique, ça fait 8 ans qu'on explique ça à Radio-Québec. Et les gens, maintenant, les détracteurs sont toujours en train de dire... selon toi, Donald Trump ne fait jamais d'erreur, ne fait jamais de faute, etc. Oui, c'est possible que Trump fasse des fautes, mais il y a deux choses. Dans la stratégie, premièrement, l'erreur apparente est une stratégie chez Trump. L'erreur apparente est une stratégie. Il publie des tweets de fous. C'est dans le genre, je vais faire sauter la Corée du Nord, comme ça ici, tu vois. Trump dit avoir un bouton nucléaire plus gros que celui de Kim Jong-un. Donc, il joue au con, il joue à la personne hors contrôle. Et ici, ça, c'est un tweet d'aujourd'hui, ça va être du jamais vu. Ouvrez ce foutu détroit, bande de fous furieux. Où vous irez en enfer, vous verrez louange à Allah. C'est comique. Et Idriss Aberkane est comme, il est rendu fou. Et tout ça me fait penser à un autre film que j'ai vu il y a à peu près 10 ans. C'est des assassins.
C'est un film chinois. Et dans le film, il y a comme... il y a le couple impérial et il y a quelqu'un qui essaye... Il y a une tentative de coup d'État contre, je pense que c'est le premier empereur de Chine. Xian, le premier empereur de la première dynastie. Et celui qui fomente le coup contre l'empereur se fait passer pour un demeuré. Il danse, puis il est comme... Puis il est comme... et pour éviter tous les soupçons. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, il se fait passer pour un demeuré, mais en fait, il couche avec la femme de l'empereur et il est en train d'organiser un coup pour destituer l'empereur. Mais pour éviter les soupçons, il se fait passer pour un fou. Comme Donald Trump, pour éviter les soupçons, il se fait passer pour un fou. Il fait croire aux autres qu'ils sont en train de prendre les bonnes décisions en l'arrêtant, etc., alors que ça joue à son avantage parce que le système est contre lui, lui, il est anti-système, etc. En termes de perception, c'est magique. Mais je vous donnerai pas la fin du film, mais finalement, l'empereur est plus intelligent que celui qui se fait passer pour le fou et sait que celui qui se fait passer pour un fou, que c'est une machination. Il sait qu'en fait, qu'il est pas réellement fou et les attrape tous et les tue à la fin. Donc, c'est un jeu d'intelligence, essayer de cacher son jeu, c'est du Sun Tzu, hein, ça, c'est l'art de la guerre, essayer de montrer qu'on est faible alors qu'on est fort, etc. Mais je l'explique de différentes façons, mais encore une fois, c'est comme, et là, donc, d'une part, la folie apparente de Donald Trump et ses erreurs manifestes, c'est une stratégie parce que ça lui permet de toujours cacher son jeu, mais est-ce qu'il y a des erreurs? Il y a peut-être des erreurs, mais s'il y a des erreurs, c'est à un niveau où vous et moi, on n'est pas capable de les voir. C'est-à-dire que c'est comme Garry Kasparov, je donne comme un joueur d'échecs, Garry Kasparov. Quand Garry Kasparov fait une erreur, tu sais, s'il se fait manger son pion, là, est-ce que tu vas dire, est-ce que tu vas être content parce que tu lui as mangé son pion ou bien le fait il a perdu son pion, il est en difficulté ou il a perdu son fou, il est en difficulté? Non. Après ça, il va faire tac, 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 il va te prendre ta tour, ta reine puis ton cavalier, tu sais, parce que t'as été assez stupide pour lui prendre son fou. Ça a eu l'air d'une erreur de sa part, il avait l'air compromis, mais après ça se retourne à son avantage. Il peut y avoir des erreurs. Et Trump, c'est comme Garry Kasparov, c'est un joueur d'échecs de très haut niveau. Et il peut y avoir des erreurs des fois, mais au niveau où opère Trump, c'est pas visible à nos yeux. Ça va être des erreurs difficilement saisissables. Tu vois, ça va se passer dans la diplomatie en coulisses ou etc., mais pas au niveau de la stratégie. Pas au niveau de la stratégie. Et les gens font systématiquement vous voyez, comme juste le fait, encore une fois, la Russie, il était dans les câbles, mais finalement, c'est lui qui avait tout mis en branle en nommant Robert Mueller à la tête de l'enquête sur le document Fusion GPS, qui était un faux document. Il y avait toutes les cartes en main depuis le début, etc. Est-ce qu'il était dans les... Non, il n'était pas dans les câbles. C'est comme, je vais montrer que c'est comme ça aussi... on le prend par exemple, son succès économique récemment, présentement, là, il y a les tarifs ont réduit le déficit commercial de moitié. Tout le monde disait que ça allait pas fonctionner, les tarifs, c'était comme contre-productif et tout. Mais finalement, les gens se sont retournés 6 mois après en disant, il y a des résultats à ça. Même chose avec les emplois. L'emploi augmente aux États-Unis, alors tout le monde disait que c'est parce qu'on prédit toujours des catastrophes à Trump et finalement, ça se retourne toujours à son avantage. Je me rappelle, en 2016, le New York Times disait qu'il allait, 1, déclencher la Troisième Guerre mondiale et 2, un effondrement économique des États-Unis. Ça, c'était le prestigieux New York Times. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ni l'un ni l'autre. Il n'a ni déclenché la Troisième Guerre mondiale et au contraire, a remonté l'économie américaine. Il est toujours en train de... Ouais, et ça, c'est un meme intéressant, vous voyez. Comme, nous allons l'attraper 2015, 2016, 2017, 2018. We've got him now, you're here, 2026, we've got him now. Et il s'en sort toujours parce que c'est bien calculé, ces trucs. Donc, ça, c'est mon petit message. Et si vous regardez pas de près qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, si vous suivez pas de près Trump, ben vous comprenez rien. C'est comme, vous êtes juste pas dans le jeu d'échecs. Vous jouez aux dames, lui, il joue aux échecs. C'est comme, on
parlent pas le même langage, puis vous vous faites avoir systématiquement. Hein, ici, vous voyez, comme Einstein, je ne sais pas si c'est réellement lui qui dit ça, parce qu'on lui attribue beaucoup de citations, puis des fois, ça vient pas de lui. La folie, c'est de toujours refaire la même chose et s'attendre à ce que les résultats soient différents. C'est les gens qui prennent Donald Trump pour un imbécile sont dans cette logique-là. Depuis 2016, on le prend pour un imbécile, puis il va rater, puis il va se casser la gueule, etc. Puis c'est finalement toujours le contraire qui se passe. C'est comme Homer Simpson qui n'est pas capable d'apprendre de ses erreurs. Man, that hurt. And now to do the exact same thing again. Il refait les mêmes erreurs comme ceux qui prennent Trump pour un imbécile. Voilà. Alors, ça c'était pour les erreurs maintenant. Maintenant, on va juste faire un petit topo rapidement sur l'Iran. Il y a 2 avions américains qui ont été abattus, apparemment. Et donc, les Américains ici annoncent avoir récupéré leur aviateur abattu en Iran. Et là, les gens me disent, et là, est-ce que ça fait partie du plan, ça aussi? Ils sont toujours comme ça. Le fait que ça arrive un mois après, juste retourner aux fondamentaux de cette opération en Iran, c'est-à-dire que les États-Unis ont pris le contrôle du ciel en 24 heures. Et là, j'ai lu des gens sur Twitter qui me disaient « Oui, l'Iran a joué le long terme, ils ont juste pas appliqué, puis ils voulaient jouer le long terme. » Comme si Trump, en tout cas, comme si Trump, lui, n'avait pas compris que ça devait se régler à court terme. Mais on reviendra là-dessus, mais de toute façon, cette histoire-là de 2 avions abattus, c'est ce qu'on appelle du storytelling. C'est-à-dire qu'après un mois d'intervention en Iran, sans aucun bateau coulé, sans aucun avion descendu, etc., ça commence à faire sourciller. Tu sais? C'est-à-dire que l'Iran se prépare depuis 40 ans à ce conflit-là, comme je l'explique ici dans un tweet, c'est-à-dire... l'existence même de l'État iranien est menacée. Il vient de voir son haut commandement leadership, son leadership politique et spirituel décapité sauvagement, se prépare à cet affrontement depuis 40 ans et a développé la technologie pour répliquer coup pour coup à cette attaque. Imaginez si, et là je le répète encore une fois, imaginez si dans l'heure qui suit la frappe sur l'ayatollah, ce que je l'ai expliqué, les missiles hypersoniques, tu lances 10 missiles hypersoniques sur un porte-avions, il n'y a rien qui peut... Et oui, les missiles hypersoniques peuvent frapper les porte-avions, c'est justement pour ça qu'ils sont conçus, c'est pour ça que tous les stratèges disent que les porte-avions sont désuets, c'est à cause des missiles hypersoniques. C'est pas genre, il faut des trucs particuliers, non, les missiles hypersoniques sont particulièrement efficaces contre les porte-avions et qu'on aurait pu couler, il y aurait pu avoir un Pearl Harbor, le premier Pearl Harbor depuis la Deuxième Guerre mondiale, et Trump aurait été le pire président de l'histoire. Même si l'Iran avait voulu opter pour la retenue, sans que le résultat ait été ficelé d'avance, jamais un président américain aurait juste comme ouvert la porte et rentré dans la pièce, une pièce noire, sans avoir de garantie, sans connaître la réaction de l'Iran, sans savoir que l'Iran n'allait pas appliquer, c'est-à-dire... aucun président américain n'aurait pris la chance d'un Pearl Harbor comme ça, sachant que l'Iran a la capacité, là. 10%, tu décapites son leadership, 10%, 20%, 30% de chance de voir une réplique sérieuse sur tes navires. Aucun président n'aurait pris cette chance-là. On l'a tout expliqué, ça. Et donc, cette histoire d'avions américains abattus, c'est ce qu'on appelle du storytelling. Okay? C'est du renforcement de la trame narrative. On pourra, je pense, dans les livres de Lucien Cerise, on en parle. C'est dommage que Lucien Cerise soit pas sur cette ligne-là quand on voit le conflit présentement, parce que sur son livre, dans son livre notamment, je pense, c'est Gouverné par le chaos. Tout ça est expliqué. Donc, du renforcement de la trame narrative. C'est comme, par exemple, je vous donne un exemple de ça. C'est comme l'avion United 93. Tu sais, lors des attaques du 11 septembre, il y a un avion qui s'est écrasé dans un champ. Un des 4 avions, là. Il y en a eu 2 dans les tours, apparemment, là, selon la version officielle. Il y en a eu un dans le Pentagone, puis il y en a un qui s'est écrasé dans le champ. Parce que les passagers se sont apparemment rebellés. Quand on regardait les images, je ne veux pas revenir sur le 11 septembre, mais quand tu regardes les images, il n'y a aucun avion là, il n'y a aucun
avion, là, ça va être genre un trou. Ça, c'est les images officielles, là. Il n'y a rien, là. C'est comme dans le Pentagone. Il n'y a comme pas de moteur, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de carlingue, il n'y a pas rien, il n'y a pas de bagage, il n'y a pas de cockpit, il n'y a rien. Il y a juste de la terre un peu noircie, puis genre, tu sais. Et là, à l'époque, quand les journalistes pointaient ces incohérences-là, on disait, j'ai entendu les réponses, c'est que l'avion est rentré creux dans la terre. Vous voyez juste le truc à la surface, mais ça ne tient pas debout. Et donc, d'autant plus que je pense que c'est United 93 aussi, où il y a eu des appels téléphoniques à une altitude qui ne permet pas les appels cellulaires. Et donc, il y a des incohérences dans le récit, et là, on doit corriger le récit et rendre ça lisse et cohérent. C'est pour ça qu'on fait un film comme United 93, où les gens vont voir de leurs propres yeux, vont se faire raconter une histoire, vont voir de leurs propres yeux les passagers se battre et essayer de sauver l'avion, et puis alors qu'il n'y a rien de ça qui s'est passé. Rien de ça qui s'est passé. Et même chose ici, vous voyez, ça ici, là, c'est les mêmes images que ça. Mais maintenant, ça, c'est plus tard. C'est comme 10 ans plus tard. Ils ont ajouté une queue d'avion pour rendre ça plus crédible. Et vous voyez, la queue de l'avion, là, elle n'a jamais existé dans ces images-là. Là, elle n'a jamais existé au cours des, je sais pas, des 10, 15 premières années. Et là, moi, quand j'ai fait une recherche là, avant-hier pour ça, je vois maintenant des images avec des trucs ajoutés. Ouais? Pour rendre ça plus crédible. Tu fais un film, etc. C'est pour renforcer la trame narrative d'un truc qui n'a aucun sens. Et là, c'est la même chose avec les avions américains abattus. C'est pour renforcer, pour donner un petit peu de... Imagine si la totalité de l'opération, de la frappe de l'Ayatollah jusqu'à la signature de la paix, s'il n'y avait aucun avion américain qui avait été endommagé, ça... Dans les centres de commandement, là, dans les cercles diplomatiques et militaires, les gens se posent des questions. C'est pas juste monsieur et madame tout le monde. Là. Il y a des militaires là-dedans qui connaissent bien les systèmes de défense iraniens, puis qui savent très bien que ça n'a aucun sens. Ben, il faut comme... Ça aurait été plus crédible, il faut arranger l'histoire. Ça aurait été plus crédible si c'était, je pense que c'est encore une fois du storytelling, et ça aurait été plus crédible si ça s'était passé dans la première semaine, pas un mois et demi après, pas 5 semaines plus tard, il y a 2 avions qui tombent, etc., etc. C'est du renforcement de la trame narrative. Donc, ici, et rappelez-vous encore une fois, le film Walk the Dog, c'est revenu un peu à la surface il y a quelques semaines avec cette guerre contre l'Iran. Il y a des images que vous voyez, des images d'explosion qui sont des images de synthèse, des images générées par IA. Il y a des images que vous voyez d'explosion, comme par exemple dans la ville d'Ispahan ou à Téhéran, il y a des très grosses explosions. Qu'est-ce qui saute? On ne sait pas. Mais là, le texte, par exemple, vous dit là, Trump frappe des infrastructures civiles, etc. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'il frappe? Vous ne savez pas. Vous n'êtes pas sur place. Quand vous savez que Trump détruit, genre, telle ou telle chose. Non, ce qui frappe, c'est des infrastructures, c'est ce qui a été convenu à l'avance avec le régime. Il frappe des installations, des dépôts de munitions, des trucs comme ça. Il réduit le potentiel militaire de l'Ukraine, de l'Iran, exactement, mais de façon convenue. Exactement comme Poutine réduit le potentiel militaire, je l'ai expliqué encore une fois, il réduit le potentiel militaire de l'Ukraine pour pouvoir signer. J'ai expliqué que Poutine n'aurait jamais pu signer la paix avec les Occidentaux si l'Ukraine gardait son potentiel militaire. Tu sais, s'il était comme armé jusqu'à là, puis l'OTAN avait les stocks de munitions pleins et l'Ukraine avait encore des millions de jeunes hommes à envoyer, n'importe quelle signature qui aurait été... n'importe quel accord qui aurait été signé avec l'Ukraine aurait été violé parce que l'Ukraine avait encore la volonté de se battre et le potentiel humain et matériel de le faire. Donc, il faut, pour pouvoir arriver à la... Je l'ai expliqué, ça, c'est horrible, mais c'est un choix stratégique. Pour arriver
pour arriver à signer quelque chose, il faut que le groupe d'en face soit exsangue, fatigué et qu'il n'ait plus de ressources, comme le Hamas, fatigué, plus de ressources, etc. Il faut qu'il ait réduit son matériel militaire. Tant qu'il y a la capacité de le faire, ils vont se battre. C'est pas la volonté qui manque. Mais donc, il faut que tu réduises la capacité. C'est la même chose en Iran. Donc, c'est une destruction des capacités militaires de l'Iran, convenue avec le régime, qui permet de sauver le régime. Contrairement à ce que dit Pete Hegseth dit nous avons décapité le régime, mais c'est encore une fois, c'est faux. Je vous montre le clip de Pete Hegseth. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. Il y a un nouveau régime parce qu'il y a eu un changement de régime, mais on sait que c'est pour apaiser les Israéliens. Vous comprenez? C'est pour dire. Ceux qui étaient belliqueux et belligérants ne sont plus là. Mais maintenant, il y a des nouvelles personnes à qui on parle et donc on peut signer la paix avec eux autres et ça va être une paix durable. Mais il n'y a pas eu de changement de régime. Il ne peut pas y avoir de changement de régime sans troupes au sol, etc. Il ne peut pas y avoir non plus de confirmation. Là, ils en sont à presque entre 40 et 70 hauts dignitaires du régime abattus par frappe aérienne. Abattus par frappe aérienne. Imaginez, il n'y a aucun de ces bonhommes-là qui étaient dans des bunkers à 1/2 kilomètre sous terre, là, dans du granit. Ils étaient tous chez eux ou ils étaient tous ils conduisaient des voitures, je ne sais pas trop quoi. Ils étaient comme dans des centres de commandement à l'extérieur avec des fenêtres, là, puis ils parlaient à leur cellulaire pour être identifiés, sachant qu'ils étaient bien là. C'est complètement farfelu, cette histoire-là de régime décapité. Et il n'y en a aucun qui a refait surface. On s'entend que ça a été un renouvellement volontaire. L'Iran participe d'un certain renouvellement de son leadership politique. Et que jamais, il n'aurait été possible de certifier des morts par frappe aérienne entre 40 et 70 sans être de connivence avec l'Iran parce qu'ils réapparaissent par la suite, puis ça a l'air complètement ridicule. Puis juste un mot aussi sur les gens nous sortent toujours l'école de Minhab, l'école des fillettes, là. L'explication la plus probable, c'est l'erreur de ciblage, puisque l'école a été construite dans la même enceinte que les bunkers des gardiens de la Révolution. Mais donc l'explication la plus probable, c'est ça, c'est une erreur de ciblage, sauf que compte tenu du fait que l'Iran participe comme ça à annoncer des morts qui n'en sont pas, il y a aussi la possibilité que cette histoire-là a été fabriquée. Je veux dire, il y a quand même, on peut pas, je sais que les gens n'aiment pas ça, là, mais il y a une possibilité que cette histoire-là, de l'histoire des filles, là, on est 5 semaines plus tard, donc les esprits se sont peut-être... Je peux aborder le sujet, là, je n'osais pas dans les premiers jours parce que c'est à vif, mais il y a une possibilité que ce soit construit de toutes pièces. Cherchez Minhab Girls School, Bombing Image Bodies. Vous n'allez jamais trouver aucun corps. La seule chose que vous allez voir, c'est comme soit des sacs à dos ou genre un édifice détruit. Mais il n'y a rien de tangible là-dessus. Il n'y a rien de... On prend la parole du gouvernement iranien. Et si tu as une guerre comme ça, si tu as une guerre factice, une guerre où est-ce que c'est convenu entre l'Iran et les États-Unis, ben, tu as besoin aussi, c'est pas totalement inutile d'avoir un élément choc émotif au début qui fait en sorte que les gens ne réfléchissent plus du tout. Et puis que c'est vrai automatiquement. Il y a des 170 fillettes, puis c'est des fillettes en plus. 170 fillettes qui sont mortes. Et donc, sans aucune vérification de preuves ou quoi que ce soit, là, c'est comme... Je pense qu'il y a Amnesty International peut-être qui a enquêté, mais c'est comme, est-ce qu'ils ont vraiment vu des cadavres ou ils ont juste pris les dires du gouvernement iranien? C'est juste, encore une fois, c'est juste... de garder son sang-froid dans ces opérations-là. Parce que moi, je vous ai dit à plusieurs reprises que j'avais regardé la guerre civile en Syrie. Avant l'Ukraine, je faisais juste ça, en fait, parce qu'il y a une possibilité de troisième guerre mondiale, là, avec la guerre en Syrie.
J'ai regardé ça comme 4-5 heures par jour, de 2011 à peut-être à 2016, 2017. Après ça, ça a été plus Trump. Là. J'ai regardé ça et la quantité de fausses annonces de mort, la quantité de propagande en utilisant des cadavres était sidérante. Et ils utilisaient ça contre Assad. Là, c'était contre Assad, tu vois. On nous montrait des cadavres d'enfants et on disait que Assad avait gazé alors que c'était faux. Et il y a des images où est-ce qu'on... C'est l'horreur, oui, c'est l'horreur, mais c'est ça. Où est-ce que tu voyais les mêmes enfants, les mêmes petites filles avec les mêmes robes, pris dans différentes positions. Il y en a une qui c'était comme ça, puis c'était comme, tu sais, c'est dans telle région. Puis là, c'était les mêmes 3 petites filles avec les mêmes robes, mais c'est comme, c'est 3 mois plus tard, puis elles étaient comme ça, puis là, c'était un autre massacre de Assad dans une autre région. Tu comprends? Ils ont recyclé les morts. Ils ont pris des morts, ils les ont distribués comme sur le plancher, ils ont pris des photos, ils les ont mis dans une autre pièce ou ailleurs, ils ont arrangé autrement, puis ils ont pris une autre photo, puis ils sortent les images à des moments différents pour dire Assad a commis tel... De la propagande de guerre, il y en a eu comme jamais dans la guerre en Syrie. J'ai vu ça, des fausses attaques, des fausses dénonciations. Vous voyez ici, regardez celui-là ici, pas pire, tu vois, il y a comme si c'est un... Il y en a plein, mais ils sont de plus en plus effacés du net. Et donc, ici, tu as un casque blanc qui est comme apparemment décédé dans un bombardement, mais après ça, tu le vois ici en bas, là, il poste, il est comme bien vivant, vous voyez, avec la tête blanche, là, il poste avec ses amis, là, et puis ils ont utilisé toutes sortes de méthodes pour blâmer Assad, des méthodes de propagande, de manipulation de l'image, de faux massacres. Assad n'était pas responsable de ça. OK? Et donc, vous voyez, je ne suis pas anti-Iran, anti quoi que ce soit. Je dis juste que si vous comprenez la propagande de guerre et jusqu'où ils sont prêts à aller pour gérer la perception, créer une réaction émotive pour valider une opération, ben, ça ici, l'école de Minable, c'est pratiquement rien parce qu'on n'a rien vu de réel. Il n'y a pas de, comme avec Assad, là, on n'a pas vu de réel cadavre ou quelque chose comme ça. Vous entendez? Donc, je ne veux pas pousser le point trop, parce que je sais que les gens n'acceptent pas ça, mais c'est comme ça que la guerre fonctionne. OK? On a vu aussi, en tout cas, tout ça pour dire que Wag the Dog. Je vous montre un clip du vidéo de Wag the Dog. La guerre maintenant est une guerre d'image. C'est une guerre qu'on doit vendre aux démocraties, qu'on crée de toutes pièces. On crée des événements de toutes pièces. Et là, tu sais, vous dites, avec Trump, c'est souvent comme ça. Trump crée des événements de toutes pièces, etc. Mais ça fait 30 ans qu'on nous explique ça. Où est-ce que je l'ai mis, le clip de Wag the Dog? Ah, je pense que je ne l'ai pas mis. Non, dis-moi pas ça. Il est à quelque part ici. Est-ce que c'est ça ici? Allons-y comme ça. We just happen to have... Okay, good. Put the village behind her. Give me some flames. Donnez-moi des flammes. How about some screaming? Screaming's good. Some sound of screaming. Okay, we're gonna do it again, sweetie. What's her name? Stacy? Tracy. Tracy. One more time, Tracy. You're doing fine. Look at that girl. Escaped terrorist reprisals in her village. C'est un réalisateur, le film, c'est un réalisateur qui est engagé pour remonter la cote de popularité d'un président. La cote de popularité est en chute libre et donc il a besoin d'une guerre pour monter sa popularité. Et là, mais il ne peut pas avoir une vraie guerre et donc il doit manufacturer une guerre. Mais encore une fois, là ici, c'est avec des images de synthèse, etc. Mais ça vous montre jusqu'où on peut aller dans et avec Trump, il y a beaucoup de ça, la manufacture de ce genre de conflit-là. Là. Et donc, on est dans une guerre spectacle.
pour des raisons logiques et des raisons aussi dans la façon dont Trump opère. Et là, il y a des gens qui me disent, là, je vais aller sur la partie où les gens me critiquent. Je vois beaucoup, comme je dis, les web journaux ont fait comme pas mal de bruit. Donc, il y a eu une réaction et les gens montrent des clips de moi qui dit genre qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine. N'est-ce pas? Merde. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà, c'est ça? Non. Non, merde. Donc, je vais aller la chercher. J'ai des clips où est-ce que je dis, genre, le web journal du 30 janvier 2022, donc 3 semaines avant l'invasion de l'entrée de la Russie. Je dis, je vous montre le clip, les gens disent... Alexis dit qu'il n'y aura pas de guerre en Ukraine. Et là, dans le clip qu'il vous présente, il montre même ma réfutation. Je dis, j'ai jamais dit qu'il allait avoir d'intervention en Ukraine. Puis il montre ça comme une preuve, alors que ça les dessert. C'est vrai, je maintiens la position. Je vais vous montrer pourquoi. Les tracteurs. Donc, je n'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas de guerre en Ukraine, imbécile. Ça, évidemment, c'est du Alexis. Quand je me fais contredire pendant trop longtemps par quelqu'un d'obtus, je perds les pédales. Tu croppes 10 secondes d'un segment de 15 minutes. Si tu regardes au complet le web journal du 21 janvier, c'est pas le 21 janvier, c'est le 30 janvier 2022. Tu verrais que je parle de l'implication directe des États-Unis dans le conflit. Hostie de moron! Il vient de se faire réfuter, puis après ça, il se la joue douce, là. Les États-Unis et la Grande-Bretagne insistent sur l'imminence d'une opération militaire d'ampleur en Ukraine. Or, j'ai expliqué la dernière fois, je ne me rappelle pas exactement quand Trump a quitté la Maison-Blanche, il a verrouillé le système international, il a verrouillé etc. Je ne vais pas montrer tout le clip, c'est comme 2 minutes, là. Mais je dis dans le clip, et donc il n'y aura pas de guerre en Ukraine. Donc il n'y aura pas de guerre en Ukraine. Et là, il faut comprendre... Encore une fois, il clippe genre quelque chose comme 10 secondes où est-ce que je dis il n'y aura pas de guerre en Ukraine, mais dans tout le clip, je vais aller chercher l'image là, parce que vous allez vouloir... Merde, vous allez vouloir y aller, vous allez vouloir le trouver. Ah non, je ne pourrais pas le trouver, ça va prendre, il va falloir que je retourne à la page 14. Là. C'est sur Rumble, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre. Là. Je le mettrai dans le web journal du 30 janvier 2022. Durant tout le web journal, je parle de l'implication des États-Unis et j'ai raison. Je vous montre, et je vous ai fait un clip de 2 minutes de ce web journal-là où est-ce que je dis que j'explique que Trump a verrouillé le système, qu'il ne peut pas y avoir de dérapage et que Trump ne va jamais en guerre et que je parle des États-Unis. Et là, ils essaient de me faire dire que j'ai dit qu'il n'y allait pas avoir de guerre en Ukraine, il n'y aura pas de guerre avec les États-Unis. Et j'ai dit exactement la même chose en Syrie. J'ai dit, quand Trump a lancé des missiles Tomahawk, j'ai dit il n'y aura pas de guerre en Syrie. C'était en 2018, là, ça faisait 7 ans qu'il y avait une guerre en Syrie. Ça faisait 7 ans qu'il y avait une guerre en Syrie, puis je dis, il n'y aura pas de guerre en Syrie. Je parle des États-Unis. Il n'y aura pas de guerre en Syrie. Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Il y a déjà une guerre en Syrie. Quand je dis, alors qu'il y a déjà une guerre en Syrie en 2018, puis je dis, il n'y aura pas de guerre en Syrie, ben, je parle de Trump, je parle des avions américains contre les Russes, contre Assad, etc., etc. Parce qu'il y a déjà une guerre en Syrie. Donc, quand je dis il n'y a pas de guerre en Syrie, il n'y aura pas de guerre en Syrie, je parle de l'implication des États-Unis, des avions US contre Assad, etc., etc. Je vous montre le clip de ça. C'est 1 minute et quelques, je pense. Trump, lui, n'a jamais envahi aucun pays, n'a envoyé l'armée nulle part. En fait, la seule chose... On s'entend-tu que juste en commençant comme ça, il n'a envahi aucun pays, il n'a envoyé l'armée nulle part? Je parle de l'armée US. Il n'y aura pas d'armée US en Ukraine. Bande de tarés. Ce que Trump a fait, c'est des négociations pour ramener les troupes à la maison, comme en Afghanistan, comme en Syrie, etc. OK? J'ai expliqué ça dans les web journaux précédents, c'est-à-dire que des fois, il va faire semblant de faire la guerre pour tromper les médias. Lorsqu'il parlait à Kim Jong-un, il disait « je vais vous bombarder », etc. Finalement, hop, il se retrouve à la zone démilitarisée, puis il lui serre la main. Même chose avec l'Iran. Il envoie les bombardiers, finalement, les rappelle 10 minutes plus tard, etc., etc. Donc, ce n'est pas un va-t-en-guerre.
Et au contraire, hein, et j'ai expliqué dans plusieurs webjournaux, je pense que c'est dans Trumpologie 102, de quelle façon les mondialistes ont tenté de piéger Trump avec l'Iran, faire en sorte, lui faire un scénario à la baie des cochons. Hein, où est-ce qu'on a, tu sais, la baie des cochons, on a tenté de piéger ou la crise des missiles de Cuba. Je vais mettre le clip, c'est 2 minutes, mais là, c'est assez. Là. C'est clair que quand je dis qu'il n'y aura pas de guerre en Syrie, en Ukraine, je parle de l'implication des États-Unis, c'est clair dans tout le web journal, mais ils croppent des petits segments où est-ce que je dis qu'il y aura rien, tu sais, comme si je parle pas de la Russie, je parle pas de est-ce que la Russie va rentrer contre Zelensky, c'est pas ça du tout le thème du web journal, on ne lâche rien. C'est est-ce que les États-Unis vont entrer en guerre? Est-ce qu'il va y avoir une implication de Donald Trump? Je parle de Donald Trump comme je parle toujours de Donald Trump. Donc, non, tu sais, quand je vois des trucs, Alexis a eu tort sur tout. Oui, c'est sûr que j'ai tort sur tout si tu croppes mes trucs, genre, tu me fais dire des choses que j'ai pas dites. OK? Et donc, même chose avec la Syrie, en 2018, et je vous montre, donc, comme je vous dis, là, en 2018, tout le monde, Trump avait tiré en 2017 et 2018, Trump avait tiré des tomahawks sur le régime syrien de Bachar el-Assad, après avoir dit que Bachar el-Assad pouvait rester. Il a dit, donc, pas de changement de régime, Bachar el-Assad pouvait rester. Il avait tiré des missiles tomahawks, puis là, tout le monde disait, exactement comme maintenant, Trump a perdu la boule, Trump, je ne voterai plus jamais Donald Trump. Trump a trahi MAGA. C'est exactement les mêmes choses qu'aujourd'hui, en 2018, en Syrie. Or, c'était rien, c'était une frappe tape à l'œil. C'était comme, il avait appelé le gouvernement Assad, il avait appelé les Russes pour dire, ben, dans 1 heure ou dans 2 heures ou ce soir, là, on va frapper, on va frapper telle base aérienne à telle heure avec 17 missiles Tomahawk. Fait qu'arrangez-vous pour que vos avions ne soient pas dans les abris. Puis quand tu annonces à un adversaire que tu vas frapper comme ça, c'est pas une attaque. C'est complètement convenu d'avance. Ce n'est pas une attaque ni une guerre si c'est convenu entre les deux parties. Quand l'Iran, l'été dernier, en juin dernier, quand l'Iran a rappliqué aux États-Unis après le bombardement de Natanz, là, le complexe nucléaire de Natanz, quand l'Iran a rappliqué sur une base américaine, rappelez-vous, c'était quoi? La base était vide, l'Iran avait appelé les États-Unis pour dire on va frapper avec X nombre de missiles à telle heure, puis il n'y avait eu aucune conséquence. Est-ce que c'est réellement une attaque? Est-ce que c'était réellement une attaque de l'Iran ou c'était de la pyrotechnique dans le genre des feux d'artifice? Quand ton adversaire sait où et quand tu vas frapper, puis tu l'appelles pour t'excuser, puis il faut quand même qu'on rapplique un peu, là. Hein, on ne veut pas perdre la face, vous venez de lancer une bombe sur Natanz, et on va quand même tirer quelques missiles, mais soyez pas inquiets, parce qu'on va tirer à telle heure, ça n'aura pas de conséquences, on va tirer genre ces missiles-là, donc vous pouvez les intercepter, puis c'est comme, est-ce que c'est réellement une attaque? Donc, quand c'est convenu entre les deux parties, est-ce que c'est réellement une attaque? Réfléchissez, ceux qui, mes détracteurs, mais ils ne le font pas. Là-dedans, il y a beaucoup de bots payés. Là. C'est comme, il y a comme des gens qui sont payés. Je sais, ça fait 10 ans qu'il y a des gens, 8 ans qu'il y a des gens qui sont payés pour faire dérailler et qui tordent nos propos. Si c'est convenu entre les deux parties, c'est pas une attaque. Donc, c'est la même chose avec l'Iran. Il y a des tweets qui circulent où est-ce que je dis Trump n'attaquera pas l'Iran. C'est exactement comme avec la Russie où si c'est convenu entre les deux parties et Trump sauve le régime et retire les troupes de la région, si la négociation a pratiquement déjà eu lieu entre Trump et l'Iran, puis c'est comme convenu, c'est pas une attaque, si. Je vous montre mon propos en 2018 sur la Syrie, Trump qui venait de trahir MAGA. Comme maintenant, là. Voilà, alors les Américains ont frappé la Syrie avec une salve de missiles Tomahawk. Et là, la toile s'est enflammée. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, Trump est compromis, il a tourné sa veste. Et moi, j'ai trouvé ça passablement drôle. Parce que ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est exactement la même chose qui s'est passé l'année dernière. Et là, on disait non, c'est différent cette année. Non, c'est absolument pas différent. C'est exactement la même chose. Puis c'est du Trump, c'est la politique spectacle du Trump à 100%. Trump, contre toute attente, a envoyé une salve de missiles Tomahawk en Syrie pour punir Assad.
Et là, tout le monde disait, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale, je veux dire, l'engrenage, les Russes vont rappliquer, etc. Les Russes avaient été avertis à l'avance, avaient laissé passer les missiles, qui étaient tombés dans des hangars. Hein. Ils étaient tombés, je veux dire, sur une base vide. Ils avaient été avertis à l'avance, ils avaient retiré les avions et c'était rien passé. Je pense même pas qu'il y avait eu de mort. Il y a peut-être eu un mort ou deux. Quand c'est convenu à l'avance entre les deux parties, c'est pas une attaque. C'est du tape à l'œil. C'est une guerre spectacle comme Wag the Dog. Tu as besoin de ça parce qu'il y a une composante politique à ça. Si tu veux vendre l'idée que l'Iran n'est plus un pays belligérant, c'est plutôt un pays apaisé, il faut que tu vendes l'idée qu'il y a eu un changement de régime, même si dans les faits, il n'y en a pas eu. Et donc, tu fais semblant de retirer 30, 40 personnes, 40, 70 personnes, là, les têtes, tu dis, ils ont été frappés par des frappes aériennes, et puis, alors que c'est impossible de certifier. Là, tu dis, là, maintenant, il y a un nouveau leadership. C'est exactement comme à Caracas. C'est une espèce de changement de régime sans vraiment avoir de... C'est convenu entre les deux parties. C'est convenu entre les deux parties. Le raid sur Caracas était convenu avec le Venezuela, de la même façon que les opérations présentement en cours sont convenues avec l'Iran, de sorte que les avions qui ont été abattus, là, c'est du storytelling, parce que l'histoire devient plus ça avance, plus ça devient incohérent. Donc, il faut comme colmater les brèches un peu, montrer qu'il y a un peu de résistance, mais il n'y a rien de factuel sur le terrain. OK? Donc, c'est essentiellement ça que j'avais. Donc, est-ce que Trump fait des erreurs? Oui, il fait expressément des erreurs. Il fait délibérément des erreurs pour que vous mordiez à l'hameçon et puis que vous reproduisiez le même genre de comportement que Homer Simpson et que vous vous électrocutiez à chaque fois, que vous annonciez la fin de Trump à chaque fois, puis à chaque fois, vous devez rétro-pédaler, puis etc. Vous n'apprenez jamais. Et c'est une ode à votre bêtise. 2, quand j'ai dit qu'il n'y allait pas avoir de guerre en Ukraine, je parlais d'une implication des États-Unis. Durant tout le web journal, je parle des États-Unis. Je parle de Trump. Trump, c'est pas un vote en guerre. Trump n'enverra pas de troupes. Il n'a jamais envoyé de troupes. Je parle des États-Unis. Venez pas dire que je disais qu'il n'allait pas avoir de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'était pas le sujet du web journal. Point. Après ça, c'est la même chose que l'été dernier, je veux dire qu'en 2018, quand je disais qu'il n'allait pas avoir de guerre en Syrie, je parlais de l'implication des États-Unis, puisqu'il y avait déjà une guerre en Syrie qui couvait depuis 7 ans, de 2011 jusqu'à 2018. Et donc, c'est tellement odieux de tordre mes propos comme ça, puis que je doive prendre une partie du web journal pour m'expliquer, mais c'est juste que je le fais parce que, tu sais, des fois, ça peut comme paraître un peu, tu sais, les gens ils arrivent avec des clips parce qu'Alexis dit ça, fait que c'est comme, tu sais, je suis obligé de défendre un peu ma réputation, mais est-ce que vous voyez que dans l'analyse de Radio-Québec, il y a comme un thème commun qui n'est jamais remis en question, c'est que quand Trump fait des opérations comme ça, qu'il tire des missiles Tomahawk, etc., d'une salve comme en Syrie, là, c'est des opérations spectacle, un peu comme à la Wag the Dog, et que c'est généralement tout ficelé d'avance. Malgré le fait qu'il ait l'air de faire des erreurs, les opérations sont déjà toutes ficelées d'avance. Et c'est pour ça que c'est un génie politique et que vous tombez les gens qui le donnent pour perdant, comme la totalité du star system showbiz et politique américain en 2016, et par la suite, vous le donnez toujours perdant. Ces gens-là se trompent tout le temps, et c'est comme Homer Simpson, ça fait littéralement 10 ans que je vois le même phénomène, c'est le jour de la marmotte, ils n'apprennent pas, ils continuent à dire que Trump est perdant, Trump s'est trompé, etc., puis ils font les mêmes erreurs. Tant pis pour vous. Vous allez rétro-pédaler. Là, présentement, ça va se régler d'ici à peu près 2 semaines avec l'Iran. Il va y avoir une entente. Et puis après ça, ça va être Cuba. Il va avoir réglé Cuba. Et puis là, ça va être le temps après ça de lancer, avec le nouveau directeur de la Fed, ça va être le temps de lancer le développement économique pour les midterms. Vous allez avoir l'air ridicule comme tous ceux qui est en train de dire Trump est compromis par Epstein, il a perdu les midterms, etc., etc. Vous allez avoir l'air de ces hosties de tweets-là. There's not going to be a President Donald Trump. That's not going to happen.
vous allez vous humilier en public, là, alors qu'à Radio-Québec, on a la même ligne depuis 2018, puis on est capable de remonter, on s'humilie jamais parce qu'on ne fait pas l'erreur de sous-estimer Donald Trump. C'est ça qu'on ne fait pas à Radio-Québec. Puis on a compris comment il fonctionnait. Il y a des régularités. Et c'est juste dommage que le sens commun, parlons pas d'intelligence, mais parlons de sens commun, que le sens commun ne soit pas aussi commun qu'on pense. Et les webjournaux sont gratuits en passant, grâce aux gens qui contribuent. Là. Les webjournaux sont gratuits, donc l'ignorance est un choix là, présentement. L'ignorance est un choix. Ouais, quand nous continuons à répéter la même erreur, ce n'est plus une erreur, c'est une décision. OK? Donc, voilà pour ça. Maintenant, il y a une purge. On va juste terminer avec ça. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le fait, sur Pam Bondi, là. Pam Bondi qui a été remercié par Donald Trump, etc. Ça veut juste annoncer, ça annonce simplement qu'il va y avoir des changements dans le... T'sais, on dit qu'il n'y a pas d'arrestation, il ne se passe rien, etc. Puis ça va peut-être bouger finalement. Là. C'est le modèle Scaramucci, Trump. Il y a un roulement de personnel. La façon dont il gère les personnes comme il gère comme un jeu de cartes. Là, tac, 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 il pige, il ramène, puis selon ce qu'il veut projeter, déployer, montrer comme image. Et donc, c'est ça. Le Pam Bondi, elle représentait la ligne il ne se passe rien. Puis là, avec quelqu'un d'autre, on ne sait pas quand est-ce que son suppléant va être nommé, mais celui qui va être nommé sera probablement plus sur une ligne un peu plus proactive. Maintenant, purge au Pentagone, là, les gens disent aussi, là, Trump, encore une fois, Trump est fou. Je veux dire, là, c'est Pete Hegseth. Là, en plein temps de guerre contre l'Iran, Pete Hegseth continue sa purge contre l'armée. Ils sont complètement fous, ces Américains. Et là, c'est la plus grosse purge. Idriss Aberkan nous assure que c'est la plus grosse purge en 20 ans, là, sans aucune preuve, alors qu'Obama, lui, a purgé pas loin de 200 généraux. Le coup d'État militaire d'Obama purge de 197, pas 200 généraux, là, mais 197 officiers en 5 ans. Ça aussi, avant, il y avait beaucoup plus de sources là-dessus. Les sources disparaissent au fur et à mesure que les années avancent, c'est-à-dire que là, il y a de moins en moins de sources parce qu'on est capable de trouver le nombre exact d'officiers ayant été purgés par Obama. Mais il y avait des articles Obama avait tellement une relation conflictuelle avec l'armée qu'il y a des articles qui ont été écrits là-dessus. Obama contre les généraux. Et notamment, parmi les généraux qui ont été renvoyés par Barack Obama, il y a le général Mike Flynn et le général Mattis, qui ont tous les deux été ramenés dans l'administration Trump. Pourquoi Mattis et Flynn ont été amenés dans l'administration Trump? Parce que les deux critiquaient Obama justement sur sa politique au Moyen-Orient avec l'Iran, le fait de donner de l'argent à l'Iran, le fait de créer l'État islamique, parce que c'est Obama qui a créé l'État islamique, etc., etc. Et c'était contre les intérêts américains. Ils savaient qu'Obama était coupable de haute trahison en faisant ça. Ils s'insurgeaient contre cette politique de Barack Obama et ont été remerciés par Barack Obama. De sorte que ces généraux patriotes-là, c'est simple. Obama, c'est la trahison. Ces généraux-là étaient patriotes. Trump a pris des patriotes dans son administration. Et c'est ça, c'est entouré de généraux, là, surtout lors de son premier mandat. Et c'est la même chose ici. La raison pour laquelle il y a des généraux qui sont purgés, notamment le chef de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de terre, c'est fort probable. On ne saura vraiment jamais la question. Il y a des gens qui parlent de politique de diversité. Ils sont pour les trucs de diversité, c'est-à-dire tu fais monter dans les rangs des femmes et des noirs parce que juste à cause de la couleur ou du sexe. Là, genre. Mais je ne suis même pas sûr que ce soit exactement la vraie raison. C'est dans ce genre de purge-là, parce qu'il y a comme un général, peut-être deux généraux, plus d'autres officiers. Dans ce genre de purge-là, c'est toujours une question de loyauté dans l'armée. C'est toujours une question de loyauté. Si tu as confiance en quelqu'un, si quelqu'un est loyal envers l'administration, dans l'armée, c'est important la loyauté. Hein, et donc, c'est toujours une question de loyauté. Flynn et Mattis et d'autres, Kelly aussi a critiqué Obama, critiquaient Barack Obama. Et donc, il y avait la loyauté n'était pas là. Ils ont été remerciés. Et cela ici, c'est probablement venant du fait que même s'ils ne critiquaient pas ouvertement Barack Obama, des enquêtes ont probablement montré qu'il y avait une question, il y avait un problème de loyauté à différents sujets. Là,
alors qu'on a besoin d'avoir de la cohésion interne à l'intérieur de l'armée pour ce qui s'en vient. Et donc, et là, les gens disent, tu sais, limogeage par excès de hauts généraux en temps de guerre stupéfie les responsables. On ne saura jamais vraiment c'est qui les responsables, mais c'est comme des espèces d'experts qui nous disent c'est de la folie. Bro, c'est comme en temps de guerre, quand c'est comme... Quand ça chauffe en temps de guerre, puis il y a comme un manque de loyauté ou de la trahison, c'est le peloton d'exécution. C'est pas de la folie, là. C'est hyper important, la loyauté en temps de guerre. Puis quelqu'un qui s'aborde de l'intérieur de l'armée les plans du commander-in-chief, ben c'est de la trahison. Fait que c'est soit le peloton ou c'est tu les remercies. Fait qu'ils ont probablement eu le traitement doux. OK? Et c'est ça. Donc, tu sais, Vindman. En tout cas, je ne vais pas embarquer dans l'histoire d'Alex Vindman et puis Éric Ciaramella, mais parce qu'il y a des taupes à l'intérieur des institutions. Ces deux-là étaient sur le National Security Council et c'était des taupes du Parti démocrate, des taupes mondialistes, et c'est eux qui ont coulé le coup de téléphone entre Trump et Zelensky. Ils ont coulé le faux coup de téléphone. On sait qu'il y a eu deux coups de téléphone, un coup de téléphone que Trump voulait qu'il soit coulé, et il s'est arrangé pour que ces deux taupes-là mondialistes obtiennent une copie de la conversation avec Zelensky qui devait être coulée, la fausse conversation. Les démocrates sont partis avec ça, ont lancé un processus d'impeachment, puis après ça, Trump a rendu public la vraie transcription, puis il n'y avait plus aucune faute de la part de Donald Trump dans la vraie transcription, et ces deux hosties de clowns-là ont eu l'air de marionnettes, puis ont été démasqués, justement, et ont été éventuellement expulsés du National Security Council. Ouais, c'est parce que c'est un jeu d'espionnage. Voilà. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué que juste, c'est de la folie en pleine guerre. Ah. Idriss Aberkan aussi. Là, je vais arrêter. C'est mon, comment je pourrais dire, mon souffre-douleur. On va arrêter avec ça. Mais voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Et puis, peut-être là-dessus aussi, en terminant, Israël, le chef de l'État de l'armée israélienne, Samir, aurait averti le cabinet que Tsahal s'effondrerait sur elle-même en raison de pénurie d'effectifs. Hein, selon un rapport du chef de Tsahal, le chef de Tsahal a appelé à l'adoption de lois pour enrôler à Redim et allonger le service militaire, tandis que le commandant du commandement central a déclaré au ministre que leur politique en Cisjordanie mettait davantage à rude épreuve les forces armées. Ils n'ont pas les effectifs. Le chef d'état-major militaire, lieutenant, aurait averti cette semaine lors d'une réunion du cabinet de sécurité que Tsahal va s'effondrer sur elle-même. Ils n'ont pas les effectifs militaires pour être aussi étendus qu'ils sont. Okay? Il y a des gens qui nous parlent de Grand Israël, c'est comme genre, ils sont même pas capables de prendre Gaza puis de tenir, que là, ils seraient comme en Égypte, ils iraient jusqu'au Caire, et puis c'est comme, alors que les États-Unis se retirent de la région. OK? Tout ça, et il y a aussi tout ça, c'est sur fond de scandale sur Netanyahou, c'est-à-dire que le Tucker Carlson Network a rendu public les Bibi Files qui documentent massivement la corruption avec Benjamin Netanyahou. C'est sorti par Tucker Carlson, mais on se rappelle encore une fois, c'est pour ça que Tucker Carlson a pris ses distances avec Trump, parce qu'il doit sortir de l'information, puis il peut pas être collé sur Trump parce que Trump veut montrer qu'il doit avoir les mains propres. Et donc, tu prends tes distances, puis après ça, tu sors les baby files. Mais il y a aussi Mike Flynn cette semaine en entrevue qui disait que Netanyahou va être sous enquête pour ce qui s'est passé le 7 octobre. Je vous montre Flynn. And I know that there's some machinations and there's got to be some big problems right now internal, and Netanyahu's dealing with it with the IDF. They're going to have to do some soul searching, and I mean immediate soul searching, because the 7th of October was a date, that they still have not been able to, and there's an investigation going on, and I've already heard from some of the soldiers that were told to stand down and the exact hours. So something bad happened, and it was an inside thing. I don't know, again. Ouais, donc, c'est bien possible que le 7 octobre fasse tomber Netanyahou. Que ce soit finalement... Mais encore une fois, je reviens toujours à ça, c'est-à-dire, si tu veux signer, si un premier ministre israélien doit signer les accords, est-ce que c'est juste mettre de la pression sur Netanyahou? Parce qu'ils ont besoin d'un dur pour signer les accords. Si c'est un mou qui signe les accords pour stabiliser la région, ça ne sera pas accepté par les colons. Je reviens toujours à ça. Il me semble que c'est logique, mon truc, là. Tu dois avoir
un dur à cuire. Tu dois avoir quelqu'un en qui les colons ont confiance pour signer. C'est un travailliste, la gauche israélienne, les colons n'accepteront pas. Fait que, se débarrasser de Netanyahou, remplacer par qui pour signer? Voilà, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec, ceux qui nous permettent de continuer à opérer. On rappelle que, encore une fois, que Radio-Québec n'est pas une OSBL. Il y a eu de la critique, là, genre, on ne sollicite aucun don. On n'est pas un organisme de charité. C'est un abonnement. Comment je pourrais dire, ouvert, c'est-à-dire c'est du sociofinancement éthique, c'est-à-dire on n'impose rien. Vous pouvez prendre un abonnement mensuel, il y a des gens qui prennent des trucs mensuels, puis il y a d'autres personnes qui font juste un don ponctuel. Mais il y a des gens qui me défendaient, d'ailleurs, je voyais sur Twitter, parce qu'on me critique sur mon financement aussi, là, alors que personne, Rebel News n'est pas critiqué sur les gens qui demandent, qui mettent un paywall, là, il n'y a personne qui les critique. Tu sais, pour t'abonner à Epoch Times, là, c'est 12 $ par mois. Puis il n'y a personne qui critique. Là. C'est comme si je mets un paywall, personne ne va me critiquer. Puis si je laisse ça ouvert, puis si je suis gentil, puis j'ai une position éthique, là, je me fais rentrer dedans. Comment ça fonctionne? On ne me lance pas des fleurs plutôt, là. Je veux que mes idées soient répandues. C'est comme quand j'avais donné mon logo. Tu sais, faites de l'argent avec mon logo. Là. Je le donne. Je ne vais pas vendre des t-shirts moi-même. Prenez mon logo, faites de l'argent avec. Mais comment on peut me critiquer alors que tous les autres mettent un paywall et puis moi, je suis le seul qui a un sociofinancement ouvert. Les gens finalement me défendaient sur Twitter en disant ça fait 6 ans que j'écoute ces web journaux, j'ai jamais payé un sou. Et puis, tu sais, c'est vraiment, c'est libre à tout le monde. Ouais, c'est ceux qui contribuent rendent ça possible pour ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ne peuvent pas, veulent pas, ou whatever. Et donc, ça se tient comme ça. Voilà, vous savez comment le faire, il y a différentes façons, hein, par la poste, et puis... ce que ça fait, c'est que ça permet de rendre ça, tu sais, faire rouler les idées. C'est ça, le fait que ce soit gratuit ou au choix, là, ça permet de faire circuler les idées parce que... Mais là, de ce temps-ci, je me rends compte, puis il y a quand même beaucoup de personnes qui nous écoutent, là. Mais je me dis, ça sert à quoi, finalement, de rendre ça comme au choix ou gratuit, puisque 100%, pratiquement 100% des influenceurs sont obtus, bouchés, fermés sur Trump et l'Iran. Je veux dire, est-ce que les idées circulent vraiment, là? Est-ce que ça sert réellement à quelque chose là, de rendre ça, même s'il y a beaucoup de vues, là, on dirait au niveau des influenceurs des médias alternatifs, ils sont comme gna, 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 gna. Trump, il va perdre les midterms, il est contrôlé par Epstein. C'est pire que Homer Simpson. Trump va perdre le... Voilà, donc, et puis, donc, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'action de la compagnie Trump Media and Technology Group, le DJT. Je veux juste clarifier, je ne suis pas conseiller financier, il faut que je le dise parce que je pourrais me faire poursuivre. Là. Je ne suis pas conseiller financier, je ne connais rien à la finance. C'est comme quand tu parlais de la COVID, là, je ne suis pas un médecin. Quand tu donnes des conseils légaux, je ne suis pas un avocat. Les ordres professionnels, Et donc, je n'y connais rien là-dedans. C'est juste comme l'impression que il va vouloir avoir, après avoir réglé l'Iran, Cuba, le Venezuela, etc., nouveau changement de directeur de la Fed, plus la fusion, le merger avec la compagnie de réacteurs à fusion là, cet été. Et l'impression que... j'ai l'impression qu'il va vouloir que les choses... c'est un bon pari, en tout cas. Je parle en mon nom seulement, là. Voilà. Ah, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Autre chose? Voilà, on va laisser ça comme ça. Ce sera 1h11.
Donc, j'espère que c'est clair. Que si vous voyez mes détracteurs qui disent que j'ai dit qu'il n'allait pas avoir de guerre en Ukraine, c'est complètement faux. Je parlais de l'implication des États-Unis. Si j'ai dit que Trump n'allait pas attaquer l'Iran, ben c'est pas. Si c'est convenu entre les deux parties, c'est pas une attaque. Je pense qu'on a rendu ça abondamment clair, etc., etc. Puis où j'ai dit que Biden n'allait jamais rentrer, etc. Oui, ben ils ont installé un système de continuité de gouvernement. On refera un web journal là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui ont décroché à partir de janvier 2021. Alors que j'avais annoncé à l'avance le système de continuité de gouvernement. Et puis, dès l'assermentation, les web journaux que j'ai fait par la suite, j'ai montré que Biden n'avait pas réellement été assermenté, puis il y avait un système de continuité de gouvernement. J'ai été le premier à le faire des années avant Patel Patriot, et puis on fera éventuellement un web journal sur la continuité de gouvernement. Puis encore une fois, ça prend une certaine intelligence pour comprendre. C'est pas évident, parce que si c'était évident, tout le monde le saurait, puis ça n'aurait pas fonctionné. Donc, c'est comme un élément de cognition subtile. J'ai déjà expliqué les différents niveaux de cognition, c'est-à-dire tu as de la cognition brute, là, tu vois ça ici. Souvent, la plupart des gens premier degré veulent ça. Là, puis après ça, il y a des objets de cognition que tu peux comprendre de façon rationnelle seulement. C'est-à-dire, tu peux pas le comprendre juste avec les sens, en regardant. Tu peux le comprendre, genre, par déduction, clic. Et le système de continuité de gouvernement, c'est pas quelque chose d'immédiatement apparent, mais c'est comme avec un ensemble d'éléments de cognition visuelle ou d'articles, etc. Tu peux arriver à la compréhension de ce qui s'est passé. Voilà. Et c'est pourtant très clair. Il y a quand même pas mal de sources, là. Voilà. Ce qu'on avait pour vous aujourd'hui, on se donne rendez-vous, cette semaine, ou s'il y a quelque chose de gros cette semaine, sinon la fin de semaine prochaine pour une autre édition du journal de Radio-Québec. Ciao! Salut! Non, encore une fois, malheureusement, c'est ça, je me suis trompé encore une fois. Je voulais vous laisser sur un message de Tucker Carlson qui dit comment les choses vont changer. J'ai oublié, en plus de ça, ça a été traduit par Vanessa et je pense Quadrillage Traduction. Là, et donc, ça fait 2 fois que j'oublie que je reviens sur le générique. Bah, c'est ceux qui restent jusqu'à la fin. Mais c'est ça, Tucker Carlson qui explique que l'Empire américain que c'est la fin de l'Empire américain. Est-ce que je l'ai à quelque part ici? En tout cas, il dit on assiste à la fin de l'Empire. Je n'ai pas le clip, là, je l'ai ici, mais il n'est pas rentré. Il dit on assiste à la fin de l'Empire américain. C'est exactement ce qu'on expliquait à Radio-Québec. C'est ici, il dit c'est dommage, mais nous assistons. Il a annoncé cette semaine qu'on assistait à la fin de l'Empire américain. Et c'est exactement ce que j'annonçais en regardant les tendances de l'administration Trump il y a 1 an. Donc, Tucker Carlson Network qui est comme 1 an en arrière de Radio-Québec, mais qui arrive quand même aux bonnes conclusions, contrairement à d'autres. Et puis après ça, il y a son message de Pâques, où est-ce qu'il explique finalement, tu sais, comme il dit qu'on arrive à la fin parce que c'est un beau message, c'est pour ça que je voulais le faire jouer. Il a dit, on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle et les institutions qui ont fait la grandeur de l'Amérique maintenant sont en train de disparaître, mais c'est dans un cycle, il y a la mort et il y a la renaissance et on va renaître, l'Empire américain va renaître sur des bases plus saines et c'est toute justement l'opération de Donald Trump de fermer les bases partout, d'éteindre les foyers de tension, ramener les troupes à la maison, se concentrer sur le développement socio-économique aux États-Unis et de se concentrer stratégiquement sur l'hémisphère occidental, comme ils disent dans le National. Au lieu d'être une espèce d'empire global qui contrôle tout, puis qui attaque partout, puis des révolutions colorées, etc., ils vont se concentrer sur l'hémisphère occidental, plus sur le développement socio-économique, etc. Donc Tucker Carlson inscrit ça justement dans la Pâque, c'est-à-dire la renaissance, le renouveau, c'est la mort et la renaissance. Il fait le parallèle entre la Pâque et la résurrection de Jésus
et ce qui va se passer avec l'Empire américain. C'est peut-être que vous n'aimez pas, là, il ne devrait pas, etc., mais soyez un peu flexible intellectuellement. En tout cas, c'est un beau message, je trouve, et c'est pour ça que je pensais qu'il fallait qu'on le fasse jouer. Merci aux traductrices. Oups. Merde. Attendez un instant. Ici. We just happen to have the misfortune or the great luck to be living in the middle of the moment where these great institutions and the expectations that come along with them are dying right in front of us right now. And that's sad. It's hard to watch. It'll affect your sleep if you think about it too much, but it's also a prerequisite. It is a necessary step, and this is something that all Christians are thinking about in Holy Week, to rebirth. The seed doesn't produce the tree until it dies. And so the death of the unipolar moment and of the institutions within the evangelical movement are going away, but they will be replaced by something better and purer, more true to itself, constructive, unifying, healing, institutions that build and don't just destroy. That's going to happen. And God willing, we will live to see it. So rejoice in that, as sad as this is. And happy Easter. Joyeuse Pâques, on va remplacer l'Empire américain qui détruisait tout auparavant par quelque chose de plus beau et de plus serein, de plus prospère. Ouais, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je vous souhaite à tous. Ciao.